Renaud, historien du droit, qui a enseigné à la faculté de droit de l'université Robert Schuman, ici à Strasbourg. Il a été conseiller général du canton de Soultz-Forêt, vice-président du conseil général du Lara. Il a été chargé par le département de suivre les dossiers historiques et périodiques se rapportant à la Deuxième Guerre mondiale. Parmi ses nombreuses publications, citons-en deux, dont l'épuration en Alsace, la face méconnue de la libération 1944-1953, et le Gauleiter Wagner, le bourreau d'Alsace, ouvrage qui est apparu en 2011. Voilà, chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, mon thème est l'annexion et les choix politiques. La défaite de l'armée française en juin 1940 conduit à la signature d'un armistice le 22 juin qui entre en application 3 jours plus tard. Le 28 juin, Hitler va visiter sa nouvelle conquête. Vous avez, il sort de la cathédrale de Strasbourg. Allez, c'est un peu loin. Donc vous le voyez, il sort de la cathédrale de Strasbourg. À sa droite, vous avez Keitel, et à sa gauche, vous avez Meissner, qui est un Alsacien. Il a emmené son ministre alsacien visiter la cathédrale, qu'il va considérer donc comme étant de pure architecture allemande. C'est uniquement allemand. Donc Meissner qui est né à Bischwiller. On continue. Il va donc nommer le Gauleiter Wagner, qui a été le premier des Gauleiter en Allemagne, qui est Gauleiter depuis 1925 au pays de Bade. Il va le nommer également le Gauleiter pour l'Alsace. Il va le nommer chef der Zivilverwaltung, donc chef de l'administration civile. Et il est Reichsstatthalter pour le pays de Bade. Immédiatement, on va enclencher un processus qui conduit à l'annexion. Et cette annexion va se faire de manière unilatérale parce que rien n'est prévu, évidemment, dans la convention de cessez-le-feu. Aucune cession du territoire français n'est prévue. Mais les Allemands vont considérer que l'Alsace est allemande et on ne la rendra plus. Il faut dire que cette opinion, cette politique est facilitée par le fait que pratiquement tous les fonctionnaires français sont déjà partis, notamment la gendarmerie qui a quitté l'Alsace le 15 juin, donc avant même l'arrivée des Allemands. Cela va être pour eux la mission de des grosses Wende, le grand tournant. Un grand tournant que va subir évidemment la population et qui va entraîner un bouleversement radical pour les choix à faire pour l'avenir, des positions personnelles qui vont finalement en dépendre. Donc voyons ce problème du grand tournant qui est un vaste programme de propagande. Pratiquement il y aura 750 réunions publiques presque dans chaque village sur ce thème, des grosses Wende, présentées la plupart du temps par des anciens autonomistes qui doivent vanter la qualité évidemment de ce changement et surtout l'appartenance désormais de l'Alsace à l'Allemagne. On continue. Voilà Wagner, vous avez l'image du Gauleiter. Alors, ce grand tournant, c'est un virage à 180 degrés que les Allemands vont donc imposer à la population. C'est d'abord un changement de nationalité, mais c'est aussi et surtout un changement de mentalité. D'où, tout d'abord, la transformation imposée. Voilà. Annexion et occupation ne sont de loin pas synonymes. Pendant très longtemps, en Alsace, on n'a parlé que d'occupation, pour des raisons politiques, que je ne veux pas développer ici parce que ça nous mènerait trop loin, mais en réalité, ce n'est pas une occupation.
c'est une annexion. Et ça change tout, de A à Z. Pourquoi? Parce que l'annexion fait de l'étranger un national, alors que l'occupation respecte sa nationalité d'origine. Par l'annexion de fait, les Alsaciens doivent donc se reconnaître leur appartenance au Volkstum germanique, c'est-à-dire leur identité allemande. Ils sont donc allemands, mais néanmoins des Allemands de seconde zone. Ce sont des Volksdeutsche et non pas des Reichsdeutsche. Ce sont donc des Allemands ethniques rattachés à la nation allemande, mais non encore pleinement intégrés. Le grand tournant est là comme un guide qui doit justement permettre de mettre en œuvre le processus de reconversion. Et cela passe par la propagande, par l'œuvre du parti NSDAP et surtout par la regermanisation de l'Alsace. En quoi consiste cette regermanisation? Vous voyez hinaus mit dem Weltschöpfung, c'est-à-dire qu'il faut entendre par là l'élimination de tout ce qui évoque, tout ce qui rappelle la France, à commencer par la langue française qui est interdite. Toute inscription en français doit disparaître des lieux publics comme des lieux privés. Les livres, les magazines, les journaux sont collectés et terminent en autodafé sur les places publiques. Les monuments français sont enlevés, comme ici le monument Kléber à Strasbourg le 5 octobre. Cette lutte contre le français et la culture française réjouit évidemment un certain nombre de germanophiles. En 1940, tous les cultes protestants, ça a été évoqué déjà ce matin, sauf pour le Pont de la Roche, se tiennent en allemand. L'allemand est la langue de Luther, qui a fortement contribué à former, vous le savez tous, le Hochdeutsch. Le résultat, c'est que le milieu protestant, notamment à la campagne, se sent ainsi revalorisé. La population allemande est majoritairement protestante. La France, fille aînée de l'Église, malgré 1905, est très majoritairement catholique. Les protestants alsaciens se sentent en confiance avec les Allemands, mieux protégés que sous la souveraineté française. De minoritaires, ils deviennent majoritaires. Ils sympathisent donc avec les Allemands. L'accueil de ces derniers dans les villages protestants est beaucoup plus chaleureux que dans les villages catholiques où la froideur est de rigueur. Les nazis vont chercher par tout moyen à en tirer avantage. Et cet avantage, ils vont le présenter à l'ensemble de la population. D'où les avantages, en premier lieu, accordés sont de 3 ordres. D'abord les captifs. Il est évident qu'à partir du moment où vous êtes considéré comme allemand, il n'y a pas de raison que parmi les prisonniers de guerre, on garde des Allemands. Donc, les Alsaciens captifs dans l'armée française doivent être relâchés. De même, les évacués alsaciens qui se trouvent à l'intérieur de la France, il faut les rappeler. Il faut qu'ils rentrent dans leur patrie, dans leur Heimat. Et donc, là encore, on va, ça ce sont les captifs, on va ramener évidemment les évacués. Alors, est-ce qu'on va les ramener tous? Non. Nous avons à peu près 400 000 évacués en Alsace. Et il y en aura 150 000 qui resteront à l'intérieur de la France, principalement dans l'État de Vichy, mais également à Paris et dans d'autres régions simplement occupées. Vous avez 2 catégories qui resteront à l'intérieur. Soit qui n'ont pas envie de revenir dans une Alsace allemande et qui feront donc tous pour rester là-bas, soit que les nazis vont les considérer comme indésirables. Parmi ces indésirables, vous avez 3 catégories. Vous avez les juifs, vous avez les gitans et vous avez les autorités religieuses. Monseigneur Ruch, vous avez la photo, évêque de Strasbourg à l'époque, est considéré comme une personne qui ne doit pas revenir, parce que c'est l'autorité suprême au niveau catholique. Et il faut combattre l'influence de l'Église. Ça,
c'est évidemment non dit, mais c'est la politique du national-socialisme. Donc Monseigneur Husch, beaucoup trop francophile à leurs yeux, ne doit pas revenir. Et le résultat, c'est que, côté protestant, c'est exactement pareil. Finalement, le pasteur Robert Höpfner, qui a été désigné en août 1938, dans une procédure tout à fait normale, ne doit pas revenir également. Il faut qu'il reste. Il est beaucoup trop francophile aux yeux des Allemands. En réalité, ça c'est la face qu'on présente. En réalité, quand on regarde les documents allemands, la chose est masquée. Mais ce que l'on considère, c'est qu'il faut faire revenir en Alsace, je cite, le précieux sang allemand, et surtout pas le laisser en France pour qu'il enrichisse, selon le langage des nazis, le sang français. Et c'est la raison aussi pour laquelle les juifs qu'on trouve encore en Alsace, on va les expulser, les francophiles qui sont encore là, les gens du souvenir français, etc., eh bien, on va les expulser en France pour qu'ils contaminent le sang français. Voilà comment les choses sont pensées. Alors il y a un troisième élément. Voilà le retour des évacués. Vous voyez, ils rentrent finalement déjà dans une Allemagne, dans une Alsace qui se veut allemande et qui commence déjà à être nazifiée. Continue. Voilà le portrait du président Höpfner. Voilà Elsässischer Hilfsdienst. C'est une organisation créée par Ernst qui doit servir aux évacués, au retour des évacués. On est aux petits soins en ce qui concerne les évacués. On fait tout ce qu'on peut pour leur être agréable, parce que c'est de ce côté-là qu'on veut appâter évidemment la population. Donc c'est une société d'entraide qui va très loin, qui ira jusqu'à faire des quêtes à l'intérieur de l'Allemagne, à rassembler du bétail, à rassembler des objets aratoires, de l'engrais, des semences, parce que beaucoup de nos paysans ont tout perdu avec l'évacuation suite à des pillages qui ont eu lieu. Voilà, on continue. J'en arrive donc au changement oppressant et souvent contesté. Au fil du temps, cette politique d'annexion va devenir de plus en plus pesante. Pesante parce que, d'une part, il y a restriction des libertés, et puis il y a aussi d'autres éléments qui s'y rajoutent, surtout la nazification, la lutte anti-religieuse, l'endoctrinement et l'embrigadement de force, ainsi que la répression qui va s'en suivre et qui va obliger les gens à prendre position pour ou contre. Voyons donc la nazification très rapidement. Elle consistait à vouloir transformer les Alsaciens en nazis patentés. La démarche paraissait, je dirais même, curieuse. Pourquoi? Parce qu'on n'introduit pas tout de suite le parti NSDAP. On introduit les éléments satellites et on prend un choix personnel. On commence par mettre en place les Ortsgruppenleiter, donc les responsables locaux, ceux qui seront responsables localement du parti. Puis on met en place les Zellenleiter, les chefs de cellule. On met en place les Blockleiter, les chefs des blocs. Et ce n'est ensuite qu'on s'intéresse évidemment aux organismes satellites. Alors c'est très curieux que vous ayez finalement les cadres d'abord, avant d'avoir la troupe. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, on va chercher des gens influents, on va prendre des gens qui ont un charisme, on va faire pression sur eux pour qu'ils prennent des responsabilités. Et on va les trouver dans d'anciens cadres de l'autonomisme dont on a déjà parlé ce matin. Et par ce biais-là, on espère évidemment pouvoir tisser très facilement une vaste toile d'araignée où tout le monde est pris dans le piège. Parce qu'une fois que vous avez accepté une responsabilité dans le parti nazi, bien vous ne pouvez plus vous en défaire. Voilà le fond du problème. Donc il faudra bien qu'il marche avec eux. Voilà la question qui se pose. Alors je passe rapidement la rayotte que vous avez là, Strasbourg. Fondation à Strasbourg le 8 septembre 40. Vous avez ensuite, continue, voilà, vous avez la SA,
La SA qui est fondée, la première section de SA date du 25 septembre 1940 à Schiltigheim. Le 1er octobre 1940, vous avez la fondation de l'Opfering, qui est une institution particulière à l'Alsace, fondée par Wagner, qui est l'antichambre du parti. Il veut préalablement trier ces gens, il veut prendre véritablement les gens les plus influents pour avoir un parti d'élite qui lui est entièrement dévoué. Vous avez, alors j'en passe les meilleurs, vous avez le NSKK, le NSFK, la Frauenschaft, etc., etc. On privilégie toujours le choix personnel. On va cibler des individus, des hommes de confiance, Vertrauensmänner. Je remarque qu'il y a là aussi des choses à voir par rapport au protestantisme. Je prends un exemple que je connais bien, qui vient de mon canton de Soultz-sous-Forêt, dans le nord de l'Alsace. Je prends Unspach. Unspach est un village entièrement protestant. C'est un village réformé. Eh bien, Unspach va devenir le lieu où la musique de la SA sera implantée pour tout l'arrondissement. Il va y avoir entre 25 et 35, à peu près une trentaine, disons, de SA en uniforme, avec de la musique pour toutes les manifestations des SA au niveau de l'arrondissement de Wissembourg. À côté de Unspach, vous avez Obersebach. Obersebach est une localité voisine avec deux communautés religieuses, l'une catholique, l'autre luthérienne. Cette dernière est majoritaire, réformée, bon. Sous l'impulsion, oui c'est vrai, le pasteur à un moment donné était là, c'est pour ça que j'ai fait une confusion. Eh bien, là encore, le Lordskommenleiter, si vous voulez, est un fanatique. Et il va faire pression sur la population, tant et si bien qu'il va réussir à avoir un groupe de SA de 55. Dès l'automne 40, 55 hommes. Presque tous, il faut quand même le reconnaître, presque tous des protestants. Je peux faire la même analyse pour Soultz-sous-Forêt. Et puis, chose curieuse, je prends le village d'à côté. Je prends Schönenbourg, un village entièrement catholique. Ah, eh bien, il n'y a pas moyen de faire une section de SA. Il n'y a que 3 habitants de Schönenbourg qui rentrent dans les SA. Vous voyez, il y a là quand même quelque chose, ça ce sont des faits. Je ne peux pas aller à l'encontre des faits. Je ne fais que rapporter ce qui a existé. Je pourrais faire la même analyse pour Schleidach, je pourrais faire la même analyse pour Inzelt, on retrouve à peu près la même chose. Toutefois, l'enthousiasme se trouve tempéré à partir de 1941. Pourquoi? Parce que la contrainte est de plus en plus difficile à être supportée. Il y a de plus en plus d'engagements qui ne sont plus volontaires mais qui sont obligatoires. Et cela irrite et provoque une perte de sympathie. L'enrôlement forcé dans la RAD, Reichsarbeitsdienst, à partir du 8 mai 1941. Voilà, le RAD, donc ça c'est le RAD masculin, mais il y a aussi le RAD féminin. L'obligation pour les jeunes d'être inscrits dans la RAIOT, ou parmi les BDM, pour les filles, à partir du 2 janvier 1942. Et puis surtout, l'incorporation de force à partir du 25 août 1942. Cette affaire d'ailleurs conduit aussi à la Sippenhaft au 1er octobre 1943. Cela me mène à la lutte anti-religieuse. Le but du national-socialisme est d'affaiblir l'emprise de la religion. La prière pour le fluor en fait partie. Je reviendrai là-dessus. Pour cela, il faut soustraire la population à l'influence hiérarchique religieuse existante.
Côté catholique, nous l'avons déjà vu, l'autorité de l'évêque est écartée au profit d'un vicaire général, Monseigneur Théodore Douvier, dont le nom d'ailleurs est germanisé en Dogme. Côté luthérien, on veut instituer une église territoriale pour mieux la contrôler. On nomme donc le 10 juillet 40 le pasteur très germanophile, autonomiste, comme nous l'avons déjà vu, Karl Maurer. Il devient donc président de l'église territoriale évangélique luthérienne d'Alsace. À la mi-juillet 40, il y a une réunion à Karlsruhe de tous les représentants religieux. Et Wagner explique à tout le monde que le concordat va être suspendu. Cette mesure, comme cela a déjà été dit ce matin, entre en application donc le 29 octobre 40. Alors là, je vais répondre en partie à une question qui a été posée également ce matin. C'est que dès lors, il y a une dualité dans l'église luthérienne. Il y a un pasteur Höfner à Périgueux qui administre l'église évacuée avec 25 pasteurs repliés, repliés à Périgueux, donc et qui continuent sous le régime du concordat. Et vous avez en Alsace, alors que nous avons 1905 à l'intérieur de la France, mais là, le concordat se poursuit. Et puis vous avez en Alsace, Maurer, l'église territoriale d'Alsace, sans concordat, où les pasteurs vivent des dons, des aides, des fidèles. Mais ce n'est pas le seul élément de lutte. Il y a également d'autres dispositions qui sont prises. Une nouvelle ordonnance de Wagner le 27 février 1941 fait que l'Assomption et la Toussaint ne sont plus des jours fériés. Et à partir de 1943, également de l'Ascension. Nouvelle ordonnance le 18 mars 1941, on va permettre à des jeunes de sortir de leur communauté religieuse dès l'âge de 14 ans, âge d'entrée en apprentissage, sans le consentement des parents. Enfin, il faut encore mentionner une ordonnance du 23 mai 1941 où on exige un serment de fidélité à l'État national socialiste pour les enseignants des catéchismes. Naturellement, on s'arrange pour que les réunions des différents organismes du parti nazi se tiennent les dimanches aux heures habituelles du culte et de la messe, avec toujours pour mot d'ordre de ces réunions, Erscheinen ist Pflicht, donc la présence est obligatoire. Celui qui ne vient pas est un opposant, et il est taxé comme tel. Face à ces dispositions, l'attentisme n'était donc plus de mise. Le nombre des opposants au régime va grimper en flèche. Les événements militaires vont confronter également cette conviction. Les actes individuels de sabotage qui sont déjà commis dès 1940, mais c'est surtout les filières d'évasion qui vont se mettre en place, notamment dans le Banc de la Roche. Et là, il y a également beaucoup de protestants qui vont aider à des gens, des fugitifs, de passer les frontières. Et puis, il y a des pasteurs qui, par leur prédilection, par leur prêche, prennent finalement beaucoup de risques, notamment lors des 14 juillet. Je vous en passe, ça sera présenté, je pense, demain. Les quelques exemples prouvent qu'on ne peut en aucun cas généraliser les conclusions. Il y a des gens courageux, il y a des gens téméraires partout, à la fois du côté catholique, du côté luthérien et du côté réformé. On ne peut pas dire ceci ou cela. Nous savons que les résistants représentent à peu près 2 à 3% de la population, c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près le même pourcentage que vous avez à l'intérieur de la France. Vous voyez, il n'y a pas de différence de ce côté-là. Mais à l'inverse des résistants, vous en avez également d'autres qui, de gré ou de force, se sont ralliés au nazisme. Ça, il faut le dire également. Et qui ont cru à la victoire finale. Parce que c'est finalement la victoire finale qui fait la différence. Soit que vous croyez que l'Allemagne, à partir de 1941, va gagner la guerre,
ou qu'elle va la perdre, et c'est le positionnement que la plupart des Alsaciens vont adopter. En ce qui concerne le pasteur Karl Maurer, je voudrais quand même dire ceci. Il écrit un mémoire qu'il envoie à Höpfner après 1945, à la Libération, où il explique qu'il a voulu rendre service à son Église, comme il dit. Oui, je veux bien qu'il se soit engagé et qu'il a voulu bien faire. Mais une fois qu'il était dans cette nasse, il me semble qu'il a eu beaucoup de mal à s'en défaire. La circulaire du 14 septembre 1940 me paraît significative au niveau de 3 éléments. D'abord, il va encourager les pasteurs à s'engager dans le nazisme, ça c'est très clair. Et puis, il va imposer, en quelque sorte, la prière pour le Führer. C'est une chose que je tiens quand même à souligner, qui n'existe pas du côté catholique. Elle n'a pas existé. Cette prière, les pasteurs l'ont interprétée. Certains ont effectivement parlé de bénédiction et de protection, d'autres se sont finalement contentés de parler d'éclairer et de guider le Führer, ce qui n'est pas tout à fait évidemment la même chose. Mais enfin, troisième élément, et ça c'est incontestable, je trouve que là il a quand même un petit peu dépassé les bornes, lorsqu'il demande aux pasteurs de dénoncer au directoire les pasteurs de descendance non arienne ou alliés à une famille non arienne, ou encore à des cas où la nationalité française a été acquise par renonciation volontaire à la nationalité allemande. Et puis d'emblée, il donne, je dirais, la solution, ou plutôt la sanction. Il dit que dans ce cas-là, ces gens-là n'auront plus de traitement. En d'autres termes, ils devront sortir en fait de l'Église. Qu'il a par la suite changé de position, qu'il a par la suite essayé de modifier, je dirais, son attitude, c'est une chose certaine. Mais le gros problème, et ça c'est le gros problème au moment de la libération, est-ce que les actions de 43-44 peuvent effacer les actions de 40 et 41? Voilà le gros dilemme de l'épuration au moment où tout ceci, évidemment, devient du passé. Je voudrais encore juste ajouter ceci, c'est qu'il y a aussi un clivage entre ville et campagne. La ville, les protestants des villes sont restés très francophiles. La plupart ont été expulsés parce que ce sont des industriels, ce sont des négociants, ce sont des gens qui ont des fortunes. Et on les a expulsés parce qu'ils étaient francophiles, mais surtout parce qu'on a pu ainsi s'accaparer de leur fortune. À la campagne, le problème se présentait différemment. En guise de conclusion, 2 mots, si vous permettez, Président, l'épuration religieuse, côté catholique comme côté protestant, a été relativement léger. Quand je dis léger, ça veut dire que toutes les sanctions normalement prévues n'ont pas été prononcées. Ce que l'on constate, c'est essentiellement des changements de poste. On a déplacé des gens. Mais il faut vous dire que l'épuration professionnelle n'a pas eu lieu, ou pratiquement pas. L'épuration professionnelle, c'est interdire à quelqu'un d'exercer sa profession. C'est de lui dire, eh bien, aujourd'hui, vous n'aurez plus de pension. Vous êtes révoqué sans pension. Ça, ce sont des mesures qui n'ont pas été prises, même dans les cas graves. Et pourquoi? Parce que finalement, un prêtre ou un pasteur, il exerce un ministère, ce qui relève d'une vocation, ce qui ne relève pas d'un métier, ce qui ne relève pas d'une profession. Et je pense que cette autorité qu'avait encore en 1945 le pasteur ou le prêtre, on n'a pas voulu le mettre entièrement en cause. Et que de ce fait, on a préféré le déplacer pour qu'il puisse garder face à sa communauté. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire sur ce thème de l'annexion et des différents choix.
Voilà, merci beaucoup, cher professeur Renaud, pour cette histoire de l'annexion de l'Alsace après 40. La parole est à la salle. Je saisis juste le micro, ce Volo, juste pour une petite précision. Robert Hopfer n'était pas pasteur. Il était avocat. Il a été d'ailleurs directeur des dernières nouvelles. Je dis ça pour Jacques Fortier, quelque part dans la salle. Oui, ça, je savais. Il a dirigé aussi une usine agroalimentaire. Aucun président n'était pasteur à l'époque. Petite précision. Excusez-moi, on ne peut pas tout savoir. Je pensais qu'il était pasteur. Je vous remercie, monsieur le Président. Il était avocat. Ah, c'est ce que j'ai dit, il était avocat. Il a exercé quelques années. Avocat. C'est son frère. Oui, il a dirigé les dernières nouvelles. Alors, c'est Il y a plus une se trompe. question Monsieur Martin, j'ai juste une seule précision, professeur Bruno. Concernant l'Opfering, j'avais compris que l'Opfering était, au-delà d'être une antichambre, pour ceux qui voulaient quelque part donner vraiment l'avis, était également un lieu de vie obligatoire, dans lequel devait obligatoire officier des hommes qui ne pouvaient pas aller à la Wehrmacht parce qu'ils étaient simplement enfin, qui ne pouvaient pas y aller pour des raisons physiques, etc. En gros, si on ne pouvait pas faire la Wehrmacht, on rentrait dans le Donc c'est ça. Non, ça n'a rien à voir avec un service militaire. L'Opfering était, comme je vous l'ai dit, l'antichambre en quelque sorte du parti NSDAP. Donc les meilleurs éléments avaient le droit de postuler pour rentrer dans le parti nazi, mais pratiquement en ce qui concerne les fonctionnaires, on faisait pression sur les fonctionnaires pour qu'ils rentrent dans l'Opfering. C'était une manière également de les contrôler politiquement, puisqu'ils avaient besoin des fonctionnaires pour appliquer leur politique. Donc pour les fonctionnaires, c'était quasiment obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non. Guy Stadnerger. Voilà, j'ai une question. Vous avez évoqué l'engagement ou quelque chose de ce genre-là sans le consentement des parents. Pouvez-vous en dire un peu plus? C'était en 1940, à peu près, une ordonnance. Oui, merci. Pouvez-vous en dire un peu plus sans le consentement des parents? Ben oui, qui était impacté, qui pouvait être impacté? Merci. Ben, pouvait être impacté, je dirais tous les jeunes, absolument tous les jeunes. Si vous rentrez dans l'apprentissage, vous vous formez un métier, ensuite vous avez des revenus. Les églises vont vous dire, puisque nous ne sommes plus payés en quelque sorte, eh bien, il faudrait nous verser des aides. Et puis, on a commencé, comme cela a été dit ce matin, à dire, si vous touchez tant de salaire, il faudrait au moins un certain pourcentage reversé aux églises, etc. Donc, il y a des gens qui veulent en sortir. Et cela permettait à des jeunes de dire, non, moi, ça ne m'intéresse pas, je sors. Un système qui existe d'ailleurs encore toujours du côté allemand, où il y a la Kirchensteuer, où il faut payer une taxe si vous êtes adhérent, entre guillemets, à une église, et là aussi vous pouvez volontairement, vous pouvez sortir. Mais pour l'Alsace, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est d'autant plus nouveau que ce sont des mineurs. À 14 ans, vous êtes encore mineur. Je vous rappelle qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Donc c'est très très bas. C'est aussi 14 ans, c'est en général l'âge de la confirmation, c'est l'âge de la communion. Et donc ça permettait aux jeunes de dire, moi je ne le fais pas, moi je suis dans la riotte, je suis Gottgläubig, je crois en Dieu, c'est tout. Vous voyez, l'engagement pouvait être ainsi renforcé vis-à-vis du national-socialisme. Il faut rappeler que Louis XIV faisait ça déjà. Donc on pouvait
puisqu'il persécutait les protestants, on C'est pouvait vrai. quitter malgré l'opposition des parents. Oui, oui, c'est vrai. À 14 ans. Oui, oui, tout à fait. Enfin, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait plus appliqué. Les gens étaient quand même étonnés à l'époque. Il n'y a plus de questions. Non, c'est parfait. Voilà, s'il n'y a plus de questions, encore un très grand merci à vous, professeur Bruno.